Donc pour commencer ce premier cours de e-learning, je voudrais me présenter. Je suis le lieutenant-colonel Antraigues. Je sers à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où je dirige le programme transverse « Penser la guerre ». En marge de mes, activités professionnelles, je suis en train de suivre le parcours pour obtenir une habilitation à diriger des recherches. Et dans ce cadre, le mémoire inédit de mon HDR est consacré aux cours d'histoire militaire, de tactique générale et de stratégie de l'École supérieure de guerre, de sa création, peu ou prou en 1876 à 1913. En parallèle de ce mémoire inédit, l'objet de mon mémoire synthèse, pour l'obtention de mon HDR, sera consacré à l'étude de la guerre. Alors, aujourd'hui, nous sommes en amphifoche, et dans cet amphithéâtre, je voudrais commencer ma présentation en me rapportant au cours du lieutenant-colonel Foch, qui dirige entre 1897 et 1900 le cours d'histoire militaire, de tactique générale et de stratégie, qui est le cours phare de l'école de guerre. Cours commence sa première conférence en écrivant au fronton du monument, je vous ai mis à l'écran le monument qui nous abrite, on lit bien cette inscription « École de guerre ». Ces mots peuvent-ils être associés ? École et guerre. Foch continue en écrivant « Comment concevoir la préparation de cette activité, la guerre, qui s'exerce sur les champs de bataille au milieu de l'imprévu, du danger, qui exploite la surprise et toutes les propriétés de la force, la violence, la brutalité pour créer la terreur. Par cette autre activité qui ne vit que de calme, de méthode, de réflexion, de raison. En un mot, la guerre peut-elle être enseignée ? En off, serait-il possible d'avoir la diapo à l'écran, sur l'écran de fond ? Alors, après cette mise dans l'ambiance de Foch, professeur d'histoire militaire, de tactique générale et de stratégie, je vous propose, avec cette question, en un mot, la guerre peut-elle être enseignée, de rentrer dans notre cours qui a pour titre « Approche méthodologique des études de la guerre ». Le colonel Fuller disait en commandant ses conférences « Je suis un étudiant de la guerre et un critique militaire ». Voilà, en définitive, le problème de tout officier qui cherche à enseigner l'objet guerre, étudier la guerre. Il nous faut donc dès à présent nous lancer dans une approche méthodologique pour asseoir les fondements épistémologiques du champ de l'objet étudié. Alors, ce mot un peu barbare, un peu savant d'épistémologie vient du grec épistémé, la connaissance, logos, le discours, donc l'épistémologie, la théorie de la connaissance, l'étude sur la guerre. Donc, ces principes, ces concepts fondamentaux, ces théories. Et dans cette démarche épistémologique que je propose pour définir une méthode pour nos études sur la guerre, il faut répondre à ces trois questions fondamentales qui nous permettront de déterminer un socle de connaissances propre aux études de la guerre, puis montrer comment ce corpus de connaissances s'est-il constitué, et enfin, comment apprécier sa valeur. Alors, comme point de départ à ces études sur la guerre, je vais prendre 1870, cette année terrible que Victor Hugo souligne dans son recueil de poèmes, cette année terrible qui est l'humiliation absolue pour la France, qui est d'abord la défaite d'une armée et qui va avoir pour conséquence la création de l'école de guerre. Alors, cette armée vaincue de 1870, c'est une armée qui a eu principalement la guerre comme école de la guerre, l'Algérie, la Crimée, l'Italie, qui refuse une certaine sorte d'intellectualisme. Rappelons-nous ces paroles de MacMahon qui dit, je cite MacMahon, « Je raye
du tableau d'avancement tout officier dont j'ai lu le nom sous la couverture d'un livre. Donc 1870, c'est un peu le solde de la paresse intellectuelle des officiers. Alors, j'aime beaucoup cette citation du théoricien du pangermanisme prussien, le général von Bernhardi, qui proclame dans son ouvrage Le droit à la guerre comme expression de la vitalité du peuple allemand, dans son ouvrage L'Allemagne et la prochaine guerre. Bernhardi écrit « En temps de guerre, on ne rattrape pas le retard de pensée du temps de paix. » Nous voilà donc aujourd'hui dans cette temporalité durant ce temps de paix. Alors, la paix, c'est quoi? Prenons cette définition que l'on trouve chez Jean Giraudoux dans Amphitryon 38. La paix, c'est quoi? La paix, c'est bien sûr l'intervalle entre deux guerres. Alors, si l'adage romain nous dit, devise de l'école de guerre d'ailleurs, si tu veux la paix, prépare la guerre, je propose avec un peu plus d'humilité de changer d'adage et de nous dire collectivement, si tu veux la paix, étudie la guerre. Voilà notre questionnement initial. Alors, ce que je vous propose pendant une quarantaine de minutes, c'est suivre le plan suivant. Définir l'objet de notre étude. Ensuite, en voir les lignes de force, puis aborder la méthode historique. Je vous présenterai ensuite ce que j'appelle mon application, le High War Studies. Nous découvrirons ce que c'est que le diapolème et enfin, je vous donnerai quelques éléments bibliographiques. Commençons par l'objet de l'étude. L'objet de notre étude est très large. La guerre, le phénomène guerre. J'ai choisi, pour vous le camper, de me référer à des écrits de Gaston Bouttoul. Gaston Bouttoul a créé la polémologie, nous y reviendrons. Gaston Bouttoul nous dit « La guerre est incontestablement le plus spectaculaire des phénomènes sociaux ». Alors, il poursuit en disant « Si, comme l'a dit Durkheim, la sociologie et l'histoire entendues d'une certaine façon, on peut dire que c'est la guerre qui a enfanté l'histoire. L'histoire, cette enquête, notre enquête, a commencé exclusivement par celle des conflits armés. Et il est peu probable qu'elle sert jamais d'être cette histoire bataille. » Alors, dans le vocable de Gaston Bouttoul, dans sa remarquable thèse qui a pour titre « Les guerres », polématique, Gaston Bouttoul émet comme postulat que l'étude scientifique du phénomène guerre, considéré comme un phénomène social, pour distinguer de la science de la guerre telle que l'on l'enseigne dans les écoles militaires et dans les états-majors. Donc, d'un point de vue méthodologique par rapport à notre objet d'étude, on va essayer de réunir ces deux aspects, le phénomène guerre dans sa dimension sociale décrite par Gaston Bouttoul, en y agrégeant ce qu'on enseigne depuis toujours dans nos académies militaires, la Kriegsakademie, le Staff College, l'école supérieure de guerre. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'objet de notre étude, je vous propose un exemple. Cet exemple, je l'ai pris dans l'actualité. Si nous voulions décrire la situation conflictuelle, polémologique, l'état de guerre que nous impose Daesh depuis de longs mois et maintenant depuis quelques années, Daesh, c'est d'abord une organisation politique, une organisation militaire qui dispose de combattants recrutés en Irak, en Syrie, des combattants qui sont recrutés dans des pays musulmans, voire des combattants qui sont recrutés chez nous, dans des pays occidentaux, en France comme en Allemagne, comme en Belgique. Mais Daesh, on pourrait étudier cette guerre que nous livre Daesh d'un point de vue doctrinal, en disant est-ce que Daesh mène plutôt une guerre conventionnelle ou plutôt une guerre de type terrorisme? Si l'on voulait étudier la guerre que nous mène Daesh
en tant qu'organisation, ou sociologie des organisations, est-ce que plutôt nous devions dire que Daesh travaille sur un modèle de type structure militaire classique ou plutôt cellule d'errante? On pourrait également étudier Daesh d'un point de vue de ses équipements, low-tech, high-tech, low-cost, high-cost, voire de ses mentalités. La mentalité que développe Daesh est-elle plus proche du politique que du domaine du religieux? Alors, avec derrière cette description sommaire, j'ai appliqué une grille d'analyse relativement simple où le phénomène guerre développé par Daesh, on pourrait de manière analytique le décomposer en une doctrine, des équipements, une organisation, des mentalités que servent des hommes. Ce premier exemple nous montre d'emblée le besoin méthodologique d'avoir une méthode pour analyser notre problème, objet d'étude aujourd'hui Daesh. Alors, face à cet objet d'étude, quel modèle pour une étude sur la guerre? Gaston Botoul, initialement, va rattacher principalement l'étude de la guerre en tant que phénomène social à l'histoire. En partant de là, il va créer la polémologie. On pourrait également utiliser la philologie, l'étude des textes sur la guerre. On pourrait également étudier la guerre à partir du droit. On pourrait également étudier la guerre à partir des techniques, de l'histoire des techniques ou de la sociologie, mais encore de la philosophie, de l'ontologie, de l'éthique ou de l'économie, parce que comme le rappelait Montecuculi, pour faire de la guerre, il faut de l'argent et encore de l'argent. Donc, plusieurs disciplines nous permettent d'étudier la guerre dans sa globalité. La stratégie n'est pas une discipline universitaire, encore moins la tactique. Donc, nous voyons cette nécessité de se rattacher à un modèle. Mais à partir, au-delà de ce modèle, il nous faut également pouvoir disposer d'un support. De quel support avons-nous besoin pour étudier la guerre? Est-ce qu'il s'agit d'une étude stratégique, d'une étude de prospective, d'un égo-document? J'entends par un égo-document, ça peut être par exemple un carnet rédigé par un officier, une lettre, un courriel envoyé, un blog, un livre, mais encore, ça peut être un roman, ça peut être un sondage, ça peut être un état des lieux. Donc, cette deuxième type de question, quelle production quel support pour étudier la guerre est très important. Il faut la définir. Je vous propose, pour avancer pas à pas dans notre approche méthodologique, de définir des lignes de force de l'historien. Alors, pour définir ces lignes de force, nous allons commencer par voir une certaine philosophie de l'histoire. Nous verrons ensuite un concept, une dialectique et une problématique. Alors, commençons par la philosophie de l'histoire. Cette philosophie de l'histoire, c'est d'abord s'efforcer de découvrir l'apparition de changements, de tâcher d'en mesurer les effets. L'histoire est, selon moi, la science du changement, c'est-à-dire une science des différences. Là, il nous faut poser la question, qu'est-ce qui déclenche un train d'onde causal?
L'histoire est dans cette science du passé qui nous permet d'étudier la guerre. Mais cette conception, cette philosophie de l'histoire, j'ai envie de la décrire, de la décliner à partir des temps cycliques de la guerre. Alors, rapidement, ces temps cycliques, j'en vois 4. Le premier, c'est le cycle classique, sur lequel l'organisation militaire va avoir 2 principaux modèles. Le premier est la phalange grecque, le deuxième est la phalange romaine. Ensuite, le deuxième cycle de la guerre, je le définis comme le cycle féodal, où d'une part, nous avons le château fort et le chevalier, qui vont être principalement le modèle dominant de ce cycle. J'entends par troisième cycle le cycle de l'État, qui est dominé d'une part par le tertio et ensuite par les places fortes. Le quatrième et dernier cycle, que vous venez de voir apparaître à l'écran, est le cycle européen que je fais arrêter en 1945 au moment de la première application du feu nucléaire sur le champ de bataille. Si je devais aujourd'hui définir un nouveau cycle, je l'appellerais le cycle asiatique. Donc, cette notion de cyclique, cette philosophie de l'histoire, cette philosophie cyclique qui s'appuie sur des macrocycles politico-militaires ou des macrocycles stratégiques, bien qu'aujourd'hui je me refuse dans cette première présentation de définir le mot stratégie, ces cycles, au cœur de ces cycles, je définis un concept fondamental qui est le concept de rupture. Alors, ce concept de rupture, on peut le retrouver en sciences politiques, par exemple chez Polybe. Nous pouvons également le retrouver en histoire chez Marc Bloch. Nous allons le retrouver également chez Jean Guiton, en philosophie, ou alors en stratégie, dans la pensée du général Poirier. Chez le général Poirier, la notion de rupture apparaît principalement dans son ouvrage « Généalogie de la stratégie » et ensuite publié en 1976, et ensuite dans son ouvrage publié en 1994 qui s'appelle « La crise des fondements ». Ce concept de rupture, je l'ai développé, a été développé au cours d'un colloque organisé par l'IRSEM au mois de février 2015. Donc, cette notion de rupture s'inscrit dans ma philosophie de l'histoire, permet à ces temps cycliques, cette rupture permet au cycle de disparaître et de faire arriver un nouveau cycle. Alors, ma définition de l'histoire en tant qu'historien, je dirais, des guerres, est la suivante. Parce que l'histoire est essentiellement un récit contextualisé, elle est la narration d'un événement coupé du présent qui se rapporte à la vie des hommes en société. Alors, cette problématique, ma définition de l'histoire, nous fait maintenant rentrer l'étude de la guerre dans sa dimension méthodologique dans un champ conceptuel. L'histoire et le temps deviennent ce champ conceptuel. Et avec ça, nous devons aborder cette notion d'historicité et de présentisme. Donc, par rapport à cette philosophie cyclique de l'histoire, doublée de cette notion de rupture, l'histoire et le temps, champ conceptuel, la question devient maintenant comment enseigner la guerre ou encore qu'enseigner de la guerre.
Ce questionnement essentiel conduit à la nécessité de définir une méthode qui doit permettre de représenter une vision de l'histoire véhiculée par une pensée militaire, la pensée militaire. Dans cette démarche, le but recherché est alors d'ordonner le temps de façon critique et de pouvoir trouver une granularité suffisante, à la fois large, macro-historique, ce sont mes cycles de la guerre, les 4 cycles que je vous ai présentés, ou besoin plus restreint, micro-historique. Et là, on pourrait définir des cycles tactiques qui s'appuient sur la technique dominante de l'homme en société. Et cette exigence, je reconnais assez conceptuelle, conduit à emprunter le régime d'historicité défini par François Hartog. François Hartog, en théorisant l'histoire, apporte une nouvelle vision du monde qui doit permettre de comprendre le temps passé, de comprendre en quoi le temps passé diffère du temps présent. Cette idée est merveilleusement illustrée dans Le Monde d'hier, ouvrage rédigé par Stefan Zweig, quand l'Autrichien écrit « Entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts se sont rompus ». Ainsi, grâce à la conceptualisation d'Hartog, notre dialectique s'articule autour des catégories du passé, du présent et du futur. Donc, notre approche méthodologique doit se rapprocher, doit s'intégrer dans cette temporalité et afin de montrer cette pertinence du régime d'historicité. Alors, ces 3 temps, passé, présent, futur, le passé, c'est notre réservoir d'exemples, cette expérience universelle, terme consacré par le Britannique Lidlard, d'une part. Au temps présent, ce sont tous les étudiants de la guerre, comme moi, tous les chercheurs qui travaillent, qui développent, qui, à partir d'une méthode, réfléchissent à l'objet guerre, pour, dans un 3e temps, le temps futur, esquisser cette pensée militaire qui a pour but de réfléchir à la guerre pour prévoir l'emploi de la force armée dans un conflit futur. Voilà donc pour mes régimes d'historicité. Alors, en définitive, dans cette approche méthodologique, mon problème, en tant qu'enseignant-chercheur qui enseigne à des officiers à l'école de guerre, elle est simple. Comment enseigner des sciences humaines à des officiers qui n'en possèdent pas les bases méthodologiques? D'où cette approche collective qui nous permet, pas à pas, de définir, d'esquisser ces bases méthodologiques. Je vous propose, dans cette 3e partie, rapidement, car c'est notre base, l'histoire, de reparcourir la méthode historique. Alors, lorsqu'un historien trouve un document historique, il l'analyse en appliquant la méthode historique. Lorsqu'il souhaite répondre à une interrogation ou vérifier une hypothèse, il effectue une recherche en appliquant la démarche historique. Étudier l'histoire des guerres, c'est surtout comprendre et appliquer une méthodologie rigoureuse, sinon les résultats et les analyses ne seront pas exacts. Pour cela, on peut parler de plusieurs phases d'approche. Ces phases sont, vous les avez à l'écran, l'observation, la critique externe, la critique interne, l'interprétation. Les documents écrits sont les sources de première main. Ils forment la base de toute recherche. Toutefois, toutes les sources n'ont pas la même valeur, ni la même fiabilité, d'où la rigueur de la méthode.
Au cours de ces 4 étapes, il faudra décrire le document, identifier l'auteur, l'émetteur, le récepteur et le but, identifier les valeurs présentes dans le texte. On sera également appelé à nuancer les propos présents dans le document et faire la différence entre les propos explicites et les propos implicites. L'observation, c'est lire et noter des informations. Il est important dans cette étape de comprendre le sens de tous les mots, de comprendre les références présentes dans le document, personnages historiques, événements, faits, courants, situations politiques, situations économiques et sociales. Il est également possible de prendre en compte ce que nous a frappé, ce qui nous pose les problèmes de réflexion que nous suscite le texte. Passons à la critique externe. La critique externe cherche à vérifier l'authenticité d'un texte. Il s'agit alors de répondre à plusieurs questions comme qui a produit le document, quelle est la source de ce document, quel type de source, quand a-t-elle été produite, le contexte de sa production, est-ce un document original ou une copie, est-ce un manuscrit ou un document imprimé, est-ce une traduction. La critique interne doit se pencher sur le texte lui-même en se posant la question « quelle est sa forme ? Quels étaient les buts poursuivis par l'auteur ? De quel type de texte s'agit-il ? Est-ce l'auteur qui prend position ? Quelle est son argumentation ? Il faut donc étudier le contenu du texte et la manière dont il est organisé et présenté. Ensuite, il faut interpréter tous les aspects du texte. Quel est son sens ? Il est important de le comprendre en le situant dans le contexte dans lequel le document a été produit. C'est à ce moment qu'il faut proposer son interprétation personnelle et les conclusions de ce document. La démarche historique, c'est la suite de cette approche. Lorsqu'un historien souhaite effectuer une recherche, il doit appliquer la démarche historique au même titre qu'un scientifique utilise la démarche scientifique. On devrait donc faire émettre une réflexion, formuler une hypothèse de départ, faire des recherches de l'information, c'est la phase préalable, sélectionner l'information et émettre une conclusion de recherche. La question de base a pour but de cerner le sujet, l'objet de l'étude sur lequel la recherche portera. Une fois la question posée, avant même de commencer la documentation, l'étude de la documentation, il faut poser une hypothèse, tenter de répondre à la question de départ. Il s'agit en fait de tenter de prédire la réponse, de l'anticiper en se fiant aux connaissances historiques. Le but de la recherche sera donc de vérifier l'hypothèse, de la confirmer ou de l'infirmer. Lorsque l'hypothèse de départ est posée, il est maintenant possible de partir à la recherche d'informations. Peu importe les types de sources consultées, il faut toujours garder à la tête la question et l'hypothèse de départ, en traiter les documents avec rigueur. La dernière étape de la méthode historique consiste alors à mettre en commun tous les événements trouvés et à traiter l'information. C'est à ce moment que l'on peut valider notre hypothèse. C'est également à cette étape que l'on amorce la rédaction d'un texte de recherche dans lequel on explique la question de départ et notre hypothèse personnelle. Après quoi, on peut répondre à la question en citant les faits, les exemples et les événements que l'on avait trouvés. Il faut alors faire la démonstration en s'appuyant sur des faits et des sources fiables. Notre hypothèse était-elle alors juste ou pas ? À la fin du texte, il ne faut pas qu'il y ait des doutes sur l'hypothèse de départ. Voilà donc ma méthode historique, l'observation, la critique externe, la critique interne et l'interprétation. Alors, l'étude de l'objet de la guerre, je vous l'ai dit dans ma première partie, en vous citant les disciplines qui devaient concourir, les disciplines dans le sens de la pluridisciplinarité qui devaient concourir à la définition de l'objet de l'étude et à l'étude, il y en a beaucoup. Il faut donc, selon moi, dépasser la méthode historique. Il faut la dépasser, il faut la connaître, il faut l'appliquer, mais il faut la dépasser. Il faut la dépasser, et pour la dépasser, je vous propose ce que j'appelle l'application Iowa Studies. C'est peut-être un peu ma déformation de ma thèse, de mon PhD
soutenu en co-tutelle avec Paris 4 et surtout le King College à Londres et au sein du département d'Enfants Studies qui m'a fait conceptualiser cette application méthodologique pour aller plus loin, pour dépasser cette méthode historique. Alors, cette application, c'est en définitive une manière de penser, une approche cognitive à partir de 6 applications qui sont inclusives les unes des autres. Alors, ces applications de IY Studies, quelles sont-elles? Elles sont d'abord divisées en 2 groupes que j'ai définis comme éléments absolus et éléments relatifs. Les éléments absolus sont la philologie, l'étude des textes par les textes. Ensuite, l'historiographie, qui nous permet d'aller plus loin dans l'objet d'étude en voyant, en comprenant, en définissant ce corpus d'écrits qui traite de l'objet étudié et qui nous permet, dans un deuxième temps, troisième application de cette partie élément absolu, des sources. Et ces éléments philologiques, historiographiques et les sources sont pour moi absolus par opposition aux éléments relatifs qui traitent du contexte, qui apportent l'analyse critique dans sa conception historique, telle que je l'ai définie dans l'approche méthodologique sur la méthode historique, et enfin, une méthode globale que nous allons voir. Donc, mes 6 applications pour approfondir notre approche méthodologique, après l'approche historique, sont l'agencement de ces 6 phases, 6 applications, la philologie, l'historiographie, les sources, le contexte, l'analyse critique et la méthode. Alors, passons à, je dirais, le point, ma dernière partie, la plus importante pour rentrer dans cette approche méthodologique, mon diaporama. Alors, avant de vous définir ce néologisme, la méthode finale que je veux proposer, que je veux appliquer pour définir mon objet guerre, étudier cet objet guerre en vue de l'enseigner, c'est la systémique, l'approche systémique, la guerre en tant que système. C'est une méthode d'étude ou une façon de penser la guerre en tant que système. Je développerai sans doute dans un prochain cours quels sont les penseurs qui ont développé, qui ont conceptualisé la guerre en tant que système, Vauban, Cardo, pour les historiens qui traitent de la période contemporaine de l'histoire, ou plus proche de nous, le général Fuller définit la guerre en tant que système. Mais là, je vous propose de présenter d'une manière conceptuelle ce que l'approche systémique, en tant que méthode, apporte à notre objet de l'étude. Alors, la systémique, c'est quoi? Je viens de vous le dire, c'est une méthode d'étude, une façon de penser les sujets complexes, qui privilégie l'approche globale, l'approche holistique, qui permet de mettre en perspective la multiplication des phases selon différentes dimensions ou à différents niveaux d'organisation et de strates, et surtout la prise en compte des relations et des interactions entre les différents éléments qui composent ce système. Donc l'adjectif systémique, ce qui concerne un système,
vient du grec systéma, ensemble organisé. Ce n'est pas une science, c'est une méthode d'analyse. Alors, cette méthode d'analyse, elle s'appuie sur 4 concepts fondamentaux. 1, l'interaction. Interaction ou interrelation, qui peut-être rejette l'idée de causalité et qui fait apparaître des notions de non-linéarité dans le système. La globalité. Le système est d'abord un ensemble d'éléments. Ensuite, 3e point, l'organisation. Comprendre le système en tant qu'agencement d'une totalité en fonction de la répartition des éléments, de ces éléments en niveau hiérarchique. Et enfin, et surtout, après l'interaction, la globalité et l'organisation, la complexité. La complexité, degré élevé d'organisation. La complexité repose encore, après ce degré élevé d'organisation, sur l'incertitude de son environnement et surtout la difficulté, sinon l'impossibilité, d'identifier tous les éléments et toutes les relations en jeu. Alors, mon outil méthode pour mettre en place l'approche systémique comme méthode, outil, méthode d'étude de la guerre, j'ai créé un néologisme à partir de 2 racines grecques, le diapolème, donc dia, séparation, distinction, à travers, et polémos, la guerre, le conflit. Donc, le diapolème, je le définis comme la diffraction du phénomène guerre. Dans sa verticalité, vous l'avez à l'écran, il pourrait se décomposer en 4 éléments principaux: registre social, registre politique, registre stratégique et registre tactique. En fait, la représentation d'un diapolème peut être conceptualisée par une stratification. Il s'agit de 4 représentations coplanaires qui interagissent. Nous avons bien ces 4 principes de la systémique: l'interaction, la globalité, l'organisation et la complexité. Le principe de cet outil méthode consiste alors en insérant l'objet de l'étude, la guerre, le phénomène guerre, dans un système global et l'élever au-dessus de la stratégie pour établir des liens et comprendre les relations entre ces différents éléments. Donc à cette logique de verticalité, de diffraction verticale, qui permet de voir par gravitation, c'est-à-dire du haut vers le bas, les niveaux sociaux, politiques, stratégiques et tactiques dans un milieu social singulier, il est cependant nécessaire d'ajouter de l'horizontalité, celle qui met en scène les acteurs à travers la dialectique des volontés. Alors, pour illustrer un diapolème, on pourrait construire comme diapolème original celui né de la guerre du Péloponnèse. Je vais vous le décrire rapidement. Donc, au niveau social, au niveau des idées, ce qui oppose Sparte à Athènes, Sparte, c'est le laconisme, Athènes, c'est la parole et l'éloquence. D'un point de vue politique, vous avez 2 systèmes différents, la démocratie à Athènes, le régime des égaux à Sparte. D'un point de vue stratégique, Athènes est une thalassocratie. La Trière domine le modèle stratégique athénien, alors que de l'autre côté, Sparte, c'est la phalange. Voilà pour ce premier diapolème original qu'on pourrait retravailler. On parlait de stratégie, de tactique. Grâce à la pensée de Svetchin, au début du XXe siècle, on voit arriver ce terme opératif. Donc on pourrait complexifier ce diapolème en rajoutant quelque chose entre le stratégique et la strate tactique. On pourrait, d'une autre manière, en comprenant que le phénomène guerre n'est pas lié essentiellement à la phase militaire, y ajouter la phase non militaire et éclater les échelons politiques. Si, à partir du premier exemple que j'ai mis à l'écran,
qui me permettait de vous présenter aujourd'hui Daesh, je pourrais construire un nouveau diapolème à partir de deux notions, l'Occident et l'autre, ça serait Daesh, et définir ce diapolème type. Donc vous voyez bien, au gré des schémas que j'ai construits, que mon diapolème, qui nous permet d'étudier la diffraction de guerre, permet, en définissant des niveaux d'analyse, comprendre comment ces niveaux d'analyse interagissent entre eux, la tactique et la stratégie et la politique et la société ou le monde des idées, comprendre la guerre dans sa globalité, comprendre comment s'organise ce système et surtout comprendre la complexité de notre phénomène. Pour terminer cette présentation, cette approche méthodologique sur le phénomène guerre, je voudrais rapidement vous présenter quelques ouvrages que je vous conseille de lire. D'abord, cette série de que sais-je, qui sont tous peu ou prou des thèses de doctorat. Donc je vous les laisse lire. C'est une bonne base pour découvrir cette approche méthodologique que je vous ai développée pendant 45 minutes. Ensuite, si vous avez envie de travailler en anglais, je vous conseille le Routledge Handbook des Research Methods in Military Studies, 27 chapitres qui sont tous différents, qui permettent de brosser l'ensemble des approches historiques, sociales, philologiques, l'éthique, les armements dans les études militaires. Mais là encore, vous avez vu, études militaires. Alors, le titre de cette présentation, étude de la guerre. Enfin, l'ensemble de mes conférences de stratégie sont consignées dans cette publication, Forme de guerre, stratégie et déclin de l'Occident. Alors, pour conclure, cette approche méthodologique des études de la guerre, où, en m'appuyant sur la pluridisciplinarité de l'étude, d'une part, sur la méthode historique, d'autre part, j'ai pu bâtir, grâce à mon diapolème, un diapolème pour développer l'approche systémique de la guerre. Dans cette assise intellectuelle qui doit essayer de formaliser une méthode ou des méthodes pour étudier la guerre, gardons à l'esprit les paroles de Foch. Apprenez à penser. Il nous faut apprendre à penser en ayant en présence que chaque question considérée librement est en elle-même doit permettre de se demander d'abord ce que Foch appelle le « de quoi s'agit-il ». Donc ce « de quoi s'agit-il » de Foch, c'est bien l'objet de l'étude, notre approche méthodologique. Cette question initiale, la guerre peut-elle être enseignée? Donc il nous faut bien être révolutionnaires, pas au sens historique du terme, mais au sens astronomique, c'est-à-dire revenir au point de départ, au départ de notre conférence où j'ai mis en avant ce questionnement de Foch, la guerre peut-elle être enseignée? Et dans cet effort constant de réflexion pour bâtir et gravir cet édifice méthodologique qui nous oblige à conceptualiser l'objet de notre étude, gardons en mémoire, en tête,
ces éléments, car cette méthode, toute méthode est nécessaire, car elle nous oblige, elle oblige la volonté du chercheur, de l'étudiant, à cette volonté de rationalité. Cette méthode est nécessaire à cause du rôle déterminant de la technique, à la contrainte du temps, au poids de notre héritage militaire, culturel, à la prééminence de l'économie et à la hantise des coûts des matériels, mais surtout parce que l'objet de l'étude, la guerre, dans sa dimension humaine et tellurique, l'objet de l'étude, eh bien, c'est bien les hommes, l'organisation des hommes qui conduisent à la guerre, car, et c'est peut-être une des idées forces principales de la pensée de Clausewitz, prise sans doute à Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, c'est que la guerre naît de l'état social. Donc dans cet effort méthodologique, n'oublions surtout pas cette dimension humaine et tellurique de la guerre. Merci. La question c'est... Non, attends. En fait, je voulais te prendre... Alors,